Mes chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai un invité haut en couleur. Vous allez voir, peut-être vous le connaissez si vous vous intéressez au sujet du développement personnel. Son nom est Paul Pironnet. Paul Pironnet est donc à la tête, comme son nom l'indique, de la Paul Pironnet Institute, qui est vraiment un institut de formation pour apprendre la programmation neuro-linguistique. C'est vraiment son sujet de prédilection. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la programmation neuro-linguistique, la fameuse PNL, certains disent que ça ressemble à une forme d'hypnose, etc. Mais en réalité, tout l'objet, c'est de reprogrammer ses croyances. Vous savez, toutes ces choses qu'on a accumulées au fil des années, toutes ces infinis petits détails, ces expériences qui, accumulées, font qu'on finit par se dire que on n'est jamais bon à l'école, qu'on n'est pas quelqu'un qui a confiance en soi, qu'on n'est pas quelqu'un qui est capable de parler en public. Bref, toutes ces croyances qui, bien souvent, nous tirent vers le bas. Eh bien, Paul a fait de changer ses croyances sa spécialité. C'est exactement ce dont on a parlé dans cet épisode. J'espère donc qu'il vous sera le plus utile possible. Mais au-delà de ça, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'on a parlé de l'histoire de Paul. Et vous allez voir, elle est tout simplement incroyable parce qu'en fait, son parcours est vraiment la preuve même de l'efficacité de la PNL. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Paul Pironnet. Salut Paul, je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Eh bien, bonjour Pauline et bonjour à ceux qui nous écoutent. Moi aussi, je suis très très heureux de te retrouver Ça n'est pas la pour ce... première fois qu'on se parle, mais j'ai encore énormément de questions pour toi et je suspecte que peut-être certaines personnes de mon audience ne te connaissent pas encore, donc ça tombe très bien. On va faire une interview en profondeur si tu l'acceptes sur ton parcours. Et pour tout te dire, plaisir. je me suis dit, Paul, que pour commencer, en fait, peut-être le plus simple, ça serait qu'on revienne en arrière et que tu me dises où tu es né, à quel endroit, dans quel contexte tu as grandi, tu me parles un peu de ta famille, enfin, comment était le petit Paul, quoi. J'ai envie D'accord. qu'on se projette un peu. Alors, je suis né en 1965, ce qui veut dire que j'ai 48 ans, je crois. Je suis né à Bolène, en fait, mais dès 4 mois, je suis allé, enfin, j'ai suivi mes parents, puisque évidemment, à cet âge-là, je les suis. Et j'ai la particularité d'être né dans une communauté qui a été fondée par un homme qui s'appelle Lanza del Vasto, qui a vécu 2 ans, je crois, avec Gandhi, et qui a fait partie des grosses autorités en France qui ont amené les mouvements non violents, notamment face à la guerre d'Algérie, il y a beaucoup d'autres aberrations qu'il y a dans ce pays. Et donc, en fait, lui était porteur d'un message sur, voilà, sur de Gandhi, on va dire d'une manière très très générale, sur la non-violence. Et puis, il y a tout un ensemble de personnes qui se sont réunies autour de lui, dont mes parents, et qui ont finalement créé une communauté qui s'appelle la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto. Il ne faut pas la confondre avec l'Arche de Jean Vanier, qui est une autre communauté. Et tout, pour moi, a démarré sur les plateaux du Larzac. Alors, je crois qu'il y a deux choses qui ont fortement marqué cette enfance par cette particularité. C'est d'abord être baigné dans un milieu fait de gens de tout horizon. Ce qui veut dire que j'ai été touché par deux choses. La première, je pense, c'est l'ouverture à la différence. Parce que vivre en communauté, c'est plus compliqué que vivre en société. On est tous les jours avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis. Encore moi, j'étais enfant. Mais ça, c'est du coup une ouverture à la diversité. Et puis, la deuxième chose importante, c'est la, probablement le fait d'avoir été très jeune, connecté avec des gens qui avaient fait des vrais choix de vie. Parce que pour beaucoup d'entre eux, ils avaient parfois quitté des postes relativement confortables, mais pour suivre une vie qui les inspirait profondément, qui avait du sens pour eux, qui n'était pas forcément plus facile sur un plan, on va dire, fonctionnel ou matériel, mais qui, en tout cas, a été probablement beaucoup plus en résonance avec leurs valeurs. Et donc, du coup, je pense que c'est ces deux choses qui m'ont marqué, qui ont probablement coloré beaucoup toute mon histoire, cette notion d'ouverture à la différence et en même temps de connexion avec des personnes qui ont fait des choix de vie importants, en fait, qui mènent une vie qui a du sens. C'est très intéressant Voilà. parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui se disent, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire vivre en communauté? Et moi-même, je dois t'avouer que ne l'ayant pas fait, n'ayant pas eu cette enfance si originale quand même, parce que c'est peu fréquent, Oui. je serais curieuse de savoir si tu peux nous décrire concrètement à quoi ressemblait la vie à l'époque pour toi, le petit Paul. En plus, est-ce que tu étais le seul Mmh. enfant? Est-ce qu'il y en avait d'autres? Enfin, tu vois, pour qu'on Alors, visualise un peu.
Oui. Alors, il faut imaginer une grande borie, c'est une grande, grande maison, même il y avait 9 000 hectares de terrain avec plusieurs petits hameaux. Il y avait une bonne centaine de personnes, dont on pourrait dire, allez, 30% d'enfants. En tout cas pour ceux qui étaient présents toute l'année. Et puis autour de ça, énormément de gens qui viennent et repartent, tout ça parce que ils sont très touchés en fait par le message de Lanza del Basto et puis aussi des mouvements, on pourrait dire un petit peu non violents, qui sont à l'époque organisés. Et d'ailleurs, pourquoi le plateau du Larzac? Parce que c'était une des causes de la défense du Larzac à un moment donné, puisque ils voulaient investir le Larzac pour faire des centrales voilà, militaires et autres. Et donc, moi, petit enfant, bah, pour moi, c'est un peu des racines en or, parce que d'abord, on est connecté à la nature, à une diversité. Bon, ce sont des gens qui sont d'une culture chrétienne, même si toutes les religions étaient acceptées là-bas. Donc, c'est quelque chose de très ouvert, hein, la communauté de l'Arche, avec beaucoup de gens qui s'interrogent sur le sens de leur vie, sur plein de choses comme ça, quoi. Alors, moi, j'y suis pas trop conscient quand je suis enfant, parce que je suis enfant, tout simplement. Donc, j'y été de 0 à 7 ans. Donc, il faut imaginer 9 000 hectares de terrain, les gens qui travaillent la terre, il y a pas d'électricité. Donc, Incroyable. Il y a pas de réseaux moi, sociaux, il y a pas de tout il y a pas ça. de réseaux sociaux, et voilà. Donc, moi, je découvre, donc à l'âge de 7 ans, en fait, mon père, qui était un des grands leaders de ces mouvements non violents, est, est en fait sollicité par la ville de Grenoble, par Dubedou à l'époque, c'était le maire de Grenoble, qui avait un grand, grand projet, qui était le projet de la ville neuve. C'est un gros quartier de la ville de Grenoble. C'était un peu les premières fois où on commençait à constituer des cités dortoirs avec 7000 logements concentrés à peu près au même endroit. On s'est vite rendu compte par la suite que c'était pas une très très bonne idée, mais sur le coup, il y avait un vrai projet et mon père a été sollicité pour accompagner en quelque sorte ce projet. Lui-même était prof de philo, prof de français, et puis il s'est fait en fait gardien d'immeuble pour être au contact de la population. Et autour de lui, il y a un certain nombre de personnes comme ça qui, ouais, il était un peu connu à l'époque, donc qui gravitaient autour de lui. Il s'est créé une espèce de deuxième communauté, mais moins rassemblée dans un seul et même lieu, puisque nous, on vivait dans un appartement. Donc du coup, pour moi, c'est un champ de transformation dingue, quoi. On me mettrait aujourd'hui dans un vaisseau spatial, il y aurait à peu près la même différence. C'est-à-dire, je découvre l'électricité, je découvre les Tu voitures. t'en Il faut rappelles de savoir qu'à ça? Ça devait l'époque, être dingue quand même. ouais, j'ai des souvenirs très marquants parce que ça a été marquant. Donc c'est et c'était ouais, c'était moi je vivais au 11e étage, j'avais jamais vu la terre d'aussi haut. Je me souviens qu'on descendait à l'Arche sur le parking le dimanche pour voir une voiture et le top du top c'était en voir une démarrer. Donc là tout d'un coup j'étais entouré enfin, bon, de bus, de voitures. C'est un truc de dingue. C'est la première fois que j'appuyais sur un interrupteur pour avoir de la lumière. Donc voilà, faut comprendre un petit peu le choc, enfin le choc, la différence en fait énorme. Et puis en même temps, alors j'étais dans un environnement très très humain, où les enfants, non pas qu'ils étaient rois, mais ils étaient très considérés. Je me retrouve dans une cité où là pour le coup, je découvre la violence, je découvre donc la première année, je me fais assez vite, Chahuté, enfin, quoi. ouais, voilà, chahuté, j'ai droit à quelques bonnes raclées en 2 mots. Et puis avec les jeunes, parce que moi j'avais pas l'habitude de partir en courant, mais et en fait, dans les quartiers, il y a beaucoup de violence avec les jeunes. Mm. C'est incroyable. C'est un peu sans limite. Et donc, je me souviens, dans la cité, on descendait sous les grandes galeries, et il y avait tout là-dedans, la drogue, enfin, il y avait tout. C'était incroyable. Et donc voilà, moi, je courais un peu là-dedans. Donc la première année, j'ai pris des bains. La deuxième année, j'ai commencé à comprendre comment il fallait réagir. Et puis la troisième année, ça a été mes premières actions de leadership, puisque j'ai commencé à réunir une bande de copains voilà, parce que c'est comme ça qu'on s'en sort dans une cité. Et puis voilà, on s'est beaucoup bagarré. Et puis entre 7 et 11 ans, enfin je veux dire, j'ai connu des moments un peu compliqués. Et puis mes parents, après, ont décidé de nous sortir avec mon frère jumeau, parce que j'ai un frère jumeau, qui s'appelle Pierre et Paul. Et donc du coup, voilà, on a quitté en fait ce quartier pour rentrer dans une autre communauté qui a eu lieu à ce moment-là. Euh, et du coup, je me suis retrouvé de nouveau à la campagne et ma maman, qui était tombée malade, est décédée quand j'avais 12 ans en fait. Un cancer, quelque chose d'un peu compliqué. Et du coup, à ce moment-là, mon père a quitté cette deuxième communauté et puis nous, dans cette deuxième communauté, il y avait beaucoup de jeunes ados
qui étaient là. Et donc, du coup, on a eu des tuteurs, un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants, mais qui on s'entendait bien, voilà, qui nous ont, sur notre choix, hein, puisqu'on aurait pu suivre mon père, mais mon père a eu d'autres ambitions. Et, euh, et avec son accord, en fait, on est resté avec eux, ce qui veut dire qu'on est revenu sur Grenoble, parce qu'on avait quitté un peu Grenoble à la campagne, et puis on est revenu. Et là, j'ai eu une adolescence un peu compliquée, parce que la perte de ma mère, parce que les études un peu compliquées, enfin tout ça. Et Tu en... dirais que tu étais, je sais pas si tu t'en rappelles, mais tu étais heureux à l'époque? Ça avait l'air d'être quand même pas Alors, facile comme période. J'ai l'impression que tu as vécu beaucoup de choses. oui. Alors, moi, je me souviens pas d'avoir été malheureux. Je me souviens d'en avoir bavé, ça oui, mais malheureux, je sais pas. Par contre, jusqu'à 14-15 ans, ça a été compliqué parce j'avais des tuteurs. En plus, eux, ils étaient investis dans une communauté. Mais dans cette communauté, il y avait des choses qui, pour moi, n'étaient pas très OK en termes de comportement. Ils nous imposaient d'aller à la messe, des trucs comme Hmm. ça. Enfin bon, quelques jours, on a fait vraiment de la résistance à tel point que, du coup, à 16 ans, avec l'accord de mon père et sous la responsabilité d'un frère aîné, avec mon frère jumeau, on a pris un appartement. À 15 Donc ans. moi, j'étais À à 16 ans, 16 ans, pardon. ouais, 16 ans. Ouais, à l'époque, j'étais encore en troisième. Incroyable. J'avais redoublé une année. Et voilà. Et puis, donc très vite, j'ai été amené à prendre des responsabilités. Claire. Euh, voilà. Et donc, du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, alors j'étais un peu dans les cités, j'ai été un peu limite là. Et il y a quelque chose qui s'est produit, c'est que j'ai fait la rencontre d'un gars qui a marqué, je pense, mon enfance très rapidement avec une simple phrase. C'est un type qui s'appelle Guy Gilbert. Peut-être on a entendu parler, c'est un prêtre qui est assez connu. Enfin, maintenant, il doit avoir 94, 95 ans. Je crois qu'il est. Je ne sais pas s'il est encore vivant, mais qui est en fait un éducateur de rue, qui s'est occupé de beaucoup de jeunes, qui a une ferme dans les gorges du Verdon, et qui s'occupe de jeunes, mais qui ne sont pas des jeunes. Enfin, c'est vraiment la délinquance avancée. Alors, ce n'est pas des problèmes de drogue, choses comme ça, mais c'est plus des problèmes de Hmm. violence. Et en fait, il les remet un peu Sur les rails. il rééduque en gros. Et il fait un travail fantastique. Et un jour, il est en conférence à Grenoble. Mon père l'avait fait venir. Et moi, je suis là sur les marches d'église. Là, je suis en train de rouler une clope. Et je lui dis, en gros, moi, tes trucs de curé, ça va pas trop m'intéresser. Je crois que je vais aller piquer un ou deux autoradios. Je gagnerais mieux ma soirée à l'époque. Et donc là, il me regarde et avec vraiment un regard mais rempli d'amour, quoi. Enfin, j'ai été ébranlé par son regard. Et il m'a dit un truc du genre, écoute, Polo, tu sais, quoi que tu décides, euh, que ce soit de faire des conneries ou de faire le bien, euh, y a deux choses qui vont se passer. C'est que si tu continues à dénigrer ton environnement, c'est lui qui va se charger de te dénigrer à l'avenir. Si maintenant tu mets ton énergie dans quelque chose de beaucoup plus constructif, même si tu souffres un peu de colère et de rage, bah, sache que c'est l'avenir qui te portera en fait. Bah, ça, tu as complètement le choix. C'est ton choix Et à va toi. savoir ce qui s'est passé. Ouais, c'est mon choix. Mais c'était Hmm. donné avec un tel regard de Mais c'est ça, il bienveillance. n'était pas en train de te juger, quoi. Il était en train de Ah non, pas du tout. Ouais. il voulait te Il montrer y avait quelque quelque chose. chose d'incroyable en fait dans son attitude. Bon, toujours est-il que je suis pas allé piquer mes autoradios, je suis resté au fond, j'ai aucun souvenir de ce qu'il a raconté. Mais par contre, je me souviens de ces 2 minutes passées avant. Et ce qui s'est produit, alors on va savoir s'il y a eu un lien avec ça, mais c'est que 2 ou 3 mois après, j'ai eu une brèche qui s'est ouverte et j'ai pu aller faire du secourisme. Et voilà, je me suis inscrit à un premier week-end où je faisais du secourisme. Et là, j'ai découvert en fait tout l'intérêt qu'on pouvait avoir de faire des choses qui soient bonnes pour aider les autres, hein, qui étaient en difficulté. Et ça m'a tellement plu que de cours en cours, je me suis spécialisé dans tout ce qui existe en matière de secours. Donc j'ai fait un premier brevet, puis après une spécialisation réa, puis après je me suis spécialisé, je suis devenu formateur national, enfin fédéral, national, tout ça. Je me suis spécialisé en secours routier, aquatique, tout ça. Et en parallèle à ça, j'avais une phobie de l'eau, faut savoir, à 12-13 ans. Et j'ai un pote qui était dans la même association et qui me dit, ah écoute, viens donc faire un surveillant de baignade. Mais alors moi, j'avais une telle peur de l'eau, je lui dis non, jamais je pourrais faire un truc pareil. Et figure-toi qu'il m'a tellement convaincu que je suis allé au premier week-end, il y en avait deux. À la fin du premier week-end, j'ai dit non mais jamais je reviens, c'était tellement Horrible. horrible.
mais j'ai eu peur de me noyer 10 fois. Enfin bon, bref, c'était l'horreur. Et il m'a tellement soutenu, en fait, tellement que j'ai refait le deuxième week-end. Et va savoir ce qui s'est passé. J'ai obtenu mon survêtement de baignade. Et quand je suis rentré chez moi, j'avais tellement, mais tellement souffert de l'eau, en fait, que j'ai eu l'impression d'avoir... j'avais la reconnaissance de la sécurité civile qui m'avait donné un diplôme, là, l'attestation, un diplôme, quoi. Enfin bref. Et me voilà que je pouvais aller faire de la surveillance dans les colos et trucs comme ça. Alors du coup, il m'a rebranché, mon pote, là. Suite à ça, il m'a dit, viens, on s'inscrit à ce qu'on appelle un BNSSA, et puis finalement un surveillant maître nageur. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui, en fait. Et du coup, pendant 3 semaines, j'ai appris dans les bouquins comment nager. Je vais passer des tests d'entrée. Et il se trouve, je me souviens encore, il y avait des maîtres nageuses qui faisaient passer tout le monde. Alors, moi, je voyais des gars de Grenoble Natation qui passaient, qui nageaient comme des dingues. Je dis, mais jamais, jamais. Enfin bon, bref, j'arrive au dernier moment. Et la fille qui me contrôlait s'appelait Isabelle, je m'en souviens encore. Et elle me sort, il fallait faire un 3 fois 25 mètres dans des nages différentes, tu vois. Et elle me sort tout juste en me tendant la perche pour me sortir de l'eau. C'était une catastrophe. Et là, elle me dit, mais Paul, jamais je peux te prendre dans ce cours de c'est juste pas possible, quoi. Et là, je sais pas ce que je lui raconte, mais je lui écoute, voilà, je vais être entraîné, j'ai 2 maîtres nageurs qui vont me prendre en charge, j'ai acheté tous les bouquins, je vais me mettre à fond là-dedans. Et je l'ai tellement bassiné qu'elle m'a dit à la fin, il me dit, écoute, c'est ton argent, en fait, hein, parce que ça coûtait quand même 1500 francs à l'époque, mais ça ferait Bah 1500 ouais, euros aujourd'hui. Et moi, je vais avoir 16 ans, je crois, à peine. Voilà. 17 ans, je vais avoir 17 ans parce que j'avais calculé que pour passer maître nageur, il fallait avoir 18 ans. Et je le passais quelques mois après mon anniversaire. Bref, me voilà embarqué dans ce truc-là et je me mets à nager comme un dingue, à faire du sport comme un dingue, 2 heures par jour. Voilà, à côté de ça, je voulais devenir pompier, donc je me dis tiens, je vais aller faire un métier. Au lieu de continuer en seconde, qu'on m'avait fortement conseillé, je me dis non, je vais aller faire un BEP pour acquérir tout de suite un métier manuel, parce qu'à l'époque, je voulais même partir en Afrique. Enfin bref, et en parallèle à ça, il y a eu le secours, mon maître nageur que j'ai raté la première année mais que j'ai repassé la deuxième année. Après, je me suis spécialisé en sauvetage en mer, côte dangereuse. Et puis j'ai commencé mon premier boulot, ça a été quand ça même un entre comble pour 19 un ans petit et jeune. 21 ans. Quand Hein. même un comble pour un petit jeune qui avait peur de l'eau, quoi. C'est quand même dingue cette histoire. Ouais, non, mais c'était un truc de dingue. Enfin, je pourrais passer des heures à te raconter ces 2 années, mais Mais tu vois, ce que je trouve j'en ai, fou dans ton j'en ai histoire, navé, mais c'est quand même, et je te remercie d'avoir partagé ça parce que je peux imaginer que c'est pas des souvenirs toujours faciles, cette enfance qui a eu l'air d'être non. où t'en as bavé, quoi. Mais en même temps, il y a Non, eu à mais ce moment déclic quand même, j'ai l'impression, où t'as ouais. pris conscience de quelque chose. Ah ben oui, il y avait une lumière au bout du tunnel. Et je pense que j'étais porté par cette idée qu'enfin, j'allais trouver dans cette vie une raison d'être là, quoi. Enfin, un métier qui allait me plaire, où j'allais voir comment j'allais être utile Hmm. à des personnes, parce que les cours tels que je les suivais, moi, je ne voyais aucune utilité à ça. Enfin, on m'avait pas donné beaucoup de sens à tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, donc je me suis accroché à travers mes cours le soir, le lycée la journée, et puis j'ai réussi ces trucs. J'ai passé enfin, toute une série d'examens, de trucs, et finalement, le sauvetage en mer m'a ramené parce que je me suis retrouvé donc sur des postes assez grand danger sur la côte atlantique. Et là, il s'est passé un truc qui est très important, c'est que j'ai changé complètement d'environnement. Et je me suis retrouvé Hmm. dans des fonctions. J'étais sauveteur qualifié, chef de poste, chef de plage, chef de secteur. Enfin, je suis monté assez vite grâce à toutes mes certifications et puis à un entraînement de dingue. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvé dans des fonctions assez haute responsabilité quand même, travaillant avec la mairie, les pompiers du coin, la gendarmerie nationale. En plus, il y avait quand même des liens assez forts avec eux. On faisait de l'héliportage, des nettoyages, tout ça, en fait, tous ces trucs. Donc, je me suis retrouvé avec des fonctions voilà, qui m'ont fait, je crois, beaucoup de bien quant à la reconsidération de moi-même. Mais malgré tout ça, tu vois, ce qui est dingue, c'est que j'étais complètement insécurisé intérieurement à travers le regard extérieur. Ce qui veut dire que pour moi, c'était presque une question de survie que de réussir, de réussir, de réussir. Mais
même si j'ai pu passer énormément de strates hein, qui ont demandé un boulot de dingue, un investissement de dingue, euh, même ayant réussi à travers tout ça, eh bien, c'est curieux, mais j'avais psychologiquement toujours cette même insécurité Tu veux dire intérieure que tu avais à l'égard du regard de l'autre. l'impression de ne pas être à ta place, d'être un imposteur, qu'ils allaient Alors, découvrir pas, que... Qu'est-ce qui se... ouais, alors c'est pas tellement imposteur, mais j'ai l'impression que je valais pas grand-chose, D'accord. tout le temps. Et tout le temps, je me sentais d'abord extrêmement influencé par le regard des autres, Mm. et toujours dans cette problématique. Et c'est le développement personnel, en fait, qui m'a amené dans cette prise en compte d'une dimension plus verticale que fonctionnelle, tu vois. Ce qui veut dire que, en fait, donc j'ai poussé l'armée très tard, et puis aux sorties de l'armée, enfin pendant l'armée d'ailleurs, j'ai fait un premier stage de développement personnel. Je m'étais inscrit Comment t'es comme tombé ça. là-dedans? Comment, qu'est-ce qui... Parce que t'avais Écoute, cette petite faille interne qui fait que tu savais quand même qu'il fallait que tu t'agisses. alors moi mon truc c'était d'entrer chez les pompiers de Paris après j'avais testé les concours à Paris, mais je trouvais que c'était trop l'armée. Du coup j'avais testé à Marseille parce que je trouvais que c'était plus sympa à Marseille. Donc j'ai refait les concours à Marseille. Et puis après j'ai trouvé que c'était trop l'armée aussi. Et du coup, je me suis dit, bon, comment je peux faire pour continuer à me spécialiser? Parce que dans le sauvetage en mer, je m'y retrouvais assez bien. Et comme j'avais grandi assez vite, j'avais pris des fonctions, des responsabilités, donc ça me plaisait bien. Et je me suis dit, il y a un truc sur lequel quand même il faudrait que je puisse encore progresser, c'est la gestion et le management des équipes qui ont été formés pour souvent en soufflant dans les mannequins, mais c'est pas du tout la même chose quand tu te retrouves à souffler dans les bronches d'une personne avec la famille autour en état de choc, tu vois, c'est pas du tout la même Tu histoire. m'étonnes. Et je me suis rendu compte à quel point en fait la dimension relationnelle et émotionnelle pouvait avoir un impact Mm. fort. Et c'est d'ailleurs donc pour cette raison-là que j'ai fait un jour, je me suis inscrit à un séminaire où il y avait marqué communication, gestion du stress, développement du potentiel personnel, etc. Donc je ne savais pas du tout ce qu'il y avait là-dedans. Et je suis à l'armée, je passe dans une cabine téléphonique, en regardant cette annonce-là, j'appelle, je ne sais plus du coup du tout ce qui s'est échangé, mais quand j'ai raccroché, je me suis dit, ce truc, je vais le faire. Et ça me coûtait du pognon, parce que ça coûtait 2500 francs à l'époque pour une semaine. Ouais, en plus, c'est un engagement de temps, quoi. C'est pas rien. Ouais, et 2500 balles, enfin, Pour l'époque, moi à l'époque, ouais, ouais. c'est Ouais, énorme, c'est énorme. C'est comme 2500 euros ouais, ouais. aujourd'hui. Et donc, Mais t'y vas. je ne sais pas pourquoi, je réunis tous mes fonds là-dessus et je me dis, allez, je m'inscris. Et effectivement, je finis par m'inscrire à ce truc-là, je me rends là-bas, c'est au-dessus de Toulon, et je fais un premier séminaire où je m'attendais de la formation, tu sais, assis sur une Mm. table, et que ça. Puis, en fait, non, je suis dans une salle, assis sur des coussins. Je suis le plus jeune je crois que au-dessus de moi, il y avait 15 ans de différence avec la première jeune femme qui venait après. On était deux gars, il y avait 12 nanas. Enfin bon, bref, c'était un truc. Et je fais mon premier stage de développement personnel. D'abord, pendant 48 heures, je me dis, qu'est-ce que je fous ici, en fait à tel point c'est le lendemain, l'après-midi, on s'arrête jusqu'à 15 heures, le repas de midi, on reprenait à 15 heures. Moi, je suis parti faire du sport parce que j'ai besoin de courir. Et je suis revenu à 18 heures, en fait. Donc, je suis allé voir les organisateurs, puis je dit, bon, ben voilà, je sentais pas trop de revenir, j'avais besoin de me défouler. Et puis, du coup, le soir, je m'en souviens très bien parce que j'avais aucune envie de manger avec eux, donc je m'assois dans le salon et j'ai mangé sur la terrasse. Et là, je sors un bouquin, il y a une bibliothèque, je sors un bouquin, il y avait marqué Derrière la magie, Alain Quérol, Josiane de Saint-Paul, c'est un livre sur la PNL. Et je lis ce bouquin, j'ai commencé à 20 heures, je crois que j'ai fini à 3 heures du matin. Et là, ça a été le Graal pour moi de lire ce livre. J'ai découvert la PNL et j'ai passé mon temps à me dire waouh, il faudrait qu'un jour je rencontre ce type, Alain Quérol. Et puis, aux sorties du séminaire, du coup, je me suis inscrit dans d'autres séminaires et j'ai commencé à découvrir un peu le monde de la psychologie, enfin, ce qu'on appelait les mouvements de la psychologie humaniste en France. Et donc, je me suis rapproché d'un certain nombre de leaders du moment, des gens comme Vincent Lénart, qui œuvrent toujours encore aujourd'hui, André Castoriano, Michel Cacher aussi, qui était un très très grand influenceur pour moi. Et voilà, et donc du coup, j'ai commencé à investir mon temps et mon énergie pour aller me former à droite et à gauche,
en parallèle, puisqu'après l'armée, du coup, j'avais pas encore vraiment d'activité, donc j'ai travaillé un peu en intérim à droite à gauche pour me payer mes formations. Voilà, c'était le seul moyen de me les payer, donc je bossais comme un dingue pour aller me payer des formations. Et j'ai fait ça pendant un an et demi, Et à jusqu'au l'époque, moment où je suis tombé je suis sur. désolée Paul, mais à l'époque, t'avais un plan où c'était vraiment, t'étais dans le moment présent, t'étais dans l'émotion et tu sentais que ça te faisait du bien? Alors, moi, j'avais un plan qui était de réussir dans le monde du sauvetage, Hmm. parce que j'étais formé pour ça. Mais au regard des séminaires que j'ai faits, alors j'ai fait des trucs très bizarres et des trucs un peu plus enracinés, on va dire, mais j'ai surtout rencontré une diversité de personnes, des gens complètement farfelus, mais des gens qui étaient vraiment aussi très intéressants, et notamment à travers les intervenants que j'avais, je me disais, waouh, non seulement ils font un truc qui est top, l'humain, le développement humain, tout ça, mais en plus de ça, au regard de ce que moi je payais, multiplié par le nombre de participants, bon, je ne savais pas qu'il y avait des charges à l'époque, mais je me disais, mais en plus c'est lucratif, quoi. Hmm. C'est-à-dire que moi j'ai envie d'aller rebosser pour me repayer un séminaire, et eux ils ont juste été payés en fait pour un Hmm. séminaire. Ils vont recommencer. Et là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, en fait. Du coup, au début, je me voyais absolument pas faire de la formation, parce que je me sentais absolument pas à la hauteur, jusqu'au jour où il y en a un de toute la bande qui s'appelle Michel Cacher, et c'est un des gars que j'ai le plus admiré pour sa présence. C'est un type qui me plaisait parce qu'il avait monté 17 entreprises dans des activités différentes. Il était, euh, il était comptable ou expert comptable, je sais plus, juriste en même temps. Enfin, et il avait un panel dans le développement personnel que je trouvais, et puis une façon d'être, de penser et d'interagir avec moi qui me faisait à chaque fois grandir, quoi. Et je le trouvais, mais d'une pertinence. Et du coup, un jour, je décide de monter en stop le voir. Il habitait sur Compiègne. Et je discute avec lui pour voilà, savoir un peu de quoi j'aurais besoin pour pouvoir un jour peut-être devenir formateur. Donc je me souviens que je l'appelle. Ça aussi, c'était une histoire. C'était une grande leçon de vie aussi. Euh, donc il me dit, ben, bien sûr, Paul, viens donc à la maison. Il y avait une espèce de vieille ferme retapée, quoi. Et j'arrive le mercredi, je me souviens. Et puis il me montre ma chambre, il me dit, bah, ok, installe-toi. Et puis moi, je lui dis, bah voilà, quand tu as un moment, j'aimerais bien qu'on parle un peu de mon avenir professionnel, tout ça. Il me dit, bah, quand tu veux, Paul. Bon, très bien. Je passe l'après-midi, j'attends, je regarde différents trucs. Et puis arrivé le soir, on se retrouve à dîner. Et puis à la fin du dîner, je lui dis, bah écoute, c'était un moment demain matin. Michel me dit, bah quand tu veux. Bon, je repasse le lendemain matin, petit déjeuner. Je repose la question, bah quand tu veux. Ouais. Et puis ça a duré comme ça toute la journée du lendemain. Et puis je repartais le troisième jour, donc le vendredi matin, et je lui dis le matin, bah écoute Michel, ça serait bien qu'on se parle. Il me regarde et il me dit, bah quand tu veux. Et puis arrivé à midi, je reprenais le train à 14h. Tu vois. Je lui dis, écoute Michel, il faut vraiment qu'on se parle. Et là il me regarde, il me dit, Paul, c'est quand tu veux en fait. Génial, j'adore. Je n'ai jamais vu quelqu'un à ce stade-là, tu vois, te laisser l'autonomie Hmm. d'agir en fait. Il t'a laissé, c'était ton leadership, quoi. C'était toi qui devais prendre la décision. Mais ça a été ma première grande leçon de vie en Hmm. fait. Pauline. Tu peux pas imaginer. Mais je l'ai réalisé après, dans mon incapacité à passer à l'action et à dire bon ben parlons-en quoi. Et c'est vrai que le dernier repas, j'ai poussé ma tasse de mes trucs au café là, et il me dit bah ok maintenant. Il me dit bah maintenant. Et il dit bah quelle est ta question. Alors moi, je sors mon cahier, j'avais pris des, je peux prendre des notes. Et je lui dis bah première question. Là, je tourne dans ma tête, je ne sais pas trop comment poser la question. En gros, je lui fais comprendre que je voudrais un jour devenir formateur. Là, il me dit, Paul, en fait, tu as besoin de deux choses. Alors, je m'arrête, je prends mon crayon. Il dit, première chose, que tu en aies envie. Et là, j'ai une explosion de joie intérieure, tu vois, mais je montre rien, en fait. Parce que je me dis, j'ai au moins 50%, enfin, C'est tu vois, bon, j'attendais j'ai le coché deuxième la case. 50%, si je me disais, j'ai envie de ça. Et là, j'étais prêt à prendre 10 ans, tu vois, Et là, je dis ok, très bien. Première chose, très bien, on avait envie. Genre, je me vois en train de noter et je dis et la deuxième. Et là, il me regarde et il me dit bah, que tu y crois. Hmm. Et je me revois en train d'écrire que j'y crois. Et j'ai dit c'est tout. Il me dit c'est tout.
Et puis il m'a ramené au train, il m'a filé 50 balles, j'avais pas un rond, pour que je revienne sur Paris. Je suis reparti en stop dans le sud. Et tu vois, avoir envie, ça je savais, j'ai vite compris que j'avais. Y croire, ça me dit un petit peu de temps à s'installer, mais c'était vraiment la première grande leçon en fait, que j'ai eue. Et tu te rappelles le moment où tu as commencé à vraiment y croire? Il y a eu un moment un peu? Ça a pris 6 mois. Ça a pris 6 mois. Ouais. Alors d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'ai continué à faire des stages de développement, puis je suis resté en lien avec lui. Et j'ai découvert qu'il faisait une formation, un cycle important, parce que je l'ai découvert parce qu'il m'a envoyé ça un jour par courrier. Je reçois un papier, et là je vois formation de formateur. En gros, il y avait 6 modules, je crois, 5 ou 6 modules de 6 jours, étalés sur une année, avec la possibilité d'entrer dans un réseau de formateurs. Enfin, j'ai découvert après. Du coup, évidemment, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, oulala, jamais je vais y arriver, mais enfin, si, on va commencer par le début. Alors, j'écoute, je rappelle Michel, je lui dis, écoute, j'ai vraiment envie de faire cette formation, etc. Je vais bosser que 2 jours et demi comme il faut, mais je vais le faire. Et puis, j'ai tout investi pour faire au moins le premier module, puis j'ai recommencé sur le deuxième, et j'ai comme ça fait un an et demi de formation. À côté de ça, il y avait un réseau qui s'appelait ADITCO, ça veut dire Association d'aide et d'innovation technique de communication, je me rappelle encore. Et ça regroupait beaucoup de formateurs. Moi, j'étais très très jeune, ils avaient tous 10-15 ans plus que moi. Mais ça m'a énormément aidé, en fait, en complément à cette formation, à découvrir le monde de la formation. Et puis, comme je venais du monde du sauvetage, parce que, en fait, avant de commencer cette formation de formateur, moi, j'ai commencé par faire de la sophro, D'accord. de la gestalt, Mmh. thérapie. J'ai fait aussi pas mal de stages de développement personnel. J'ai fait du chamanisme aussi pendant 2 ans. Donc Enfin, tu avais beaucoup c'était un de week-end tous les compétences deux dans plein mois. de domaines variés, toujours Ouais, autour du j'avais développement touché personnel, au mais corps physique, au corps énergétique, aux soins énergétiques. Ça me plaisait beaucoup. J'avais fait des marches sur le feu, j'avais fait toutes sortes de trucs comme ça. Et puis là, il y avait vraiment un métier qu'on apprenait, quoi. Un métier de la mmh, formation, pour devenir formateur en relations humaines, d'intervenir en entreprise. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé avec le Crédit Mutuel de Lille, je me souviens, pour des responsables d'agences où je venais les former à la partie communication, qui vendaient des produits financiers. Et puis après, j'ai bossé pour la SNCF. Alors au départ, j'y suis allé parce que c'est un des gars du réseau qui m'avait vu intervenir dans un atelier, qui avait trouvé ça super. Je lui ai dit, écoute, moi je te porte ta valise et tout, mais si je peux partir avec toi sur le terrain. Euh, et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé avec la direction de la SNCF. Je me souviens, c'est la première fois que je prenais le TGV en première classe, pour te dire. Enfin, tu vois, c'est pour te dire que ça a été une histoire de dingue, en fait, ce démarrage. Ce démarrage. Mais avec des moments d'une excitation de dingue à l'idée de pouvoir progresser, des moments d'angoisse comme tu ne peux pas imaginer. Euh, il m'est arrivé des trucs. Un jour comme ça, c'était mes tout débuts, on me dit, un membre du réseau me dit, tiens Paul, on a besoin de toi pour travailler avec des infirmières à l'ouest de Paris. Et donc je monte en stage, je retrouve des partenaires qui m'y emmènent et ça. Et je me retrouve devant, j'arrive, je vois Congrès international des infirmiers libéraux. Et on est en 89 à l'époque, je n'ai peut-être pas connu de ça, mais 89-90, c'est l'époque où les infirmières descendaient dans la rue, il y avait énormément de rébellions, etc. Et moi, j'arrive là-bas, je suis très impressionné parce qu'il y a énormément de monde. Et, euh, et puis moi, dans ma tête, si tu veux, je venais pour animer un atelier mmh. de 10, 12 personnes, tu vois, dans un coin, quoi. Enfin bref, j'arrive. Et là, on me dit, bah, les intervenants, montez au premier étage, il y a un petit cocktail d'accueil, donc j'arrive là-bas. Je discute avec un gars comme ça. Et puis, il me pose deux, trois questions. Et puis, je lui dis au bout d'un moment, et vous, faites quoi? Il me dit, bah, moi, je suis ministre. C'était Claude Évin à l'époque. Ah, j'ai dit, moi, je ne l'ai pas reconnu. Je dis, oui, j'ai bien vu. Génial. Pour te donner un peu le décor, après, je me retrouve avec toute Bah, la. c'est bien, c'est rafraîchissant, ça devait le changer. Ouais, ouais, non, c'était dingue. Et puis, après, je me retrouve avec toute la crème de la fédération, là, à table. Je me souviens, c'était un peu comme dans le Titanic, tu sais, tu regardes comment les gens mangent pour savoir dans quel sens tu vends les couverts. Enfin bon, c'était un monde de dingue. Et c'est la première fois qu'après, j'entendais mon nom dans tout l'hôtel. Tu sais, salle 101, Paul Pironnet, à 14h, etc. J'arrive dans la salle et je cherche la salle, tu vois. Alors moi, j'attends une salle.
15 chaises. Et puis, je trouve pas la salle. Et puis, la femme, elle me dit au premier étage, non, mais revenez au bout, là, c'est au C'est fond, la là. grande. Alors, je reviens au bout. Et là, je vois une immense salle. Je dis, non, c'est pas possible, c'est pas ça. Et puis, je redemande, il me dit, si, c'est là. Et là, effectivement, je vois sur le côté, salle 101, mettre en place une stratégie gagnante dans sa vie professionnelle, Paul Pironnet. Et là, entre-temps, je rentre, et là, il y avait FR3 qui était en train de poser leur caméra. Dans quoi j'ai été, en fait. Et je me suis retrouvé dans une salle de 150 personnes. Quand j'ai vu ça, je suis parti aux toilettes. Et là, je me suis dit, Paul, il y a deux choix possibles. Soit tu te barres en courant, mais j'ai fait une pas. Soit tu te gonfles d'orgueil et t'assumes, quoi. Et à l'époque, je me souviens, il y avait un film comme ça qui a été pour moi un peu ressource. C'est Top Gun. Mm. Ah, ça a l'air de rien, mais il y a une séquence, tu sais, où il vient d'avoir un accident avec son pote qui est Ouais. mort. Il est deux mains sur le lavabo, il y a son patron derrière. Hein. Et je repense à cette scène, et moi, je suis aux toilettes exactement dans la même configuration. Et là, je me dis, Polo, tu as décidé, au fond, de réussir dans ce métier. Tu as deux choix possibles. Soit tu t'as tout, soit tu donnes tout. Mm. Et je me suis gonflé d'énergie, là. Et puis, j'y suis allé. À l'époque, j'avais pas encore la PNL, mais j'en ai fait sans le savoir. Enfin bref, j'arrive et j'ai fait une superbe animation pendant toute l'après-midi. Enfin bref, tu vois, ça a été des moments incroyables. L'histoire est folle. L'histoire est folle et ce Ouais. que Et plus incroyable encore, pour te donner, c'est que je me souviens que la semaine d'après, j'étais revenu à Grenoble et j'allais, donc moi je visitais énormément d'entreprises, tu vois, pour développer mon activité. Et j'avais rendez-vous à l'OPAC. À l'OPAC, c'est un orine d'HLM. Je devais rencontrer la DRH. Et j'étais là avec ma R5 sur le parking, dans ma R5. Écoute, j'étais pétrifié de peur. Et c'était très drôle, parce que, enfin, c'était drôle. Dans ma tête, je me disais, mais c'est incroyable. Il y a une semaine, tu es devant 150 personnes à Paris dans un congrès. Et là, Polo, tu as peur dans ta voiture à l'idée d'aller voir une Mm. personne dans un. Et là, je me suis dit, le cerveau, c'est quand même un truc de dingue. Enfin bref, c'est pour te dire comme ça que j'ai eu des moments assez, assez Je voulais incroyables. te demander, Paul, déjà je te remercie parce que tu es super honnête et c'est quand même assez rare. Donc je te remercie de partager vraiment ton vécu et tes émotions de l'époque. Mais on sent qu'en fait, tu as accompli énormément de choses, énormément de chemin. Et aujourd'hui, quand on voit tout ce que tu as construit avec et sans la PNL, d'ailleurs, c'est pas que la PNL, mais on sent que tu es quand même beaucoup plus sûr de toi ou en tout cas apaisé qu'à cette époque où franchement, t'en menais pas large, Ouais, quoi, d'après ce que je comprends. ouais. Est-ce que tu pourrais, pour les personnes qui nous écoutent, qui je pense se reconnaîtront dans ton parcours, nous dire combien de temps ça t'a pris pour que tu te sentes enfin mieux? C'est peut-être pas toujours parfait, mais tu te sens quand même Ouais, mieux. Et puis aussi les actions que tu as mis en place concrètement. Ça va pas se faire en un tour de main, ouais, j'imagine, mais que tu nous prennes un peu par la main pour nous parler de ça. ouais. Alors, ça a pris un petit peu de temps et c'est jamais fini. Alors, l'insécurité, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à travers notamment le développement personnel que j'ai pu faire, notamment avec la Gestalt d'abord, il y a beaucoup de retours en arrière, parce que le principe de la Gestalt, c'est d'accueillir des émotions, notamment des émotions qui sont un peu perturbantes, et de revenir un peu sur l'histoire qui a généré ça. Après, ce que j'ai trouvé en PNL, c'est un accent beaucoup plus orienté sur la recherche de ce que l'on veut, plutôt que revenir à la source de ce qui a provoqué ce qu'on ne Oui, veut t'es pas. pas sur la compréhension, t'es plus sur comment est-ce qu'on change les choses, quoi. Voilà. Et la PNL m'a énormément aidé à retrouver ce monde émotionnel, mais en devenant davantage l'acteur, Mm. l'auteur, en me disant, bah, tu sais, Polo, c'est la première fois qu'on m'a dit en PNL, en thérapie, on venait toujours revenir à l'origine des problèmes. Et quand j'ai découvert la PNL, on m'a dit, tu sais, Paul, si tu veux de la confiance en toi, bah, imagine simplement que tu l'aies, cette confiance, ça se passerait comment, en fait? Et là, on m'a appris à rééduquer, en fait, la manière de processer, de penser, de réagir, en me réorientant beaucoup plus sur des solutions, sur des valeurs, sur des orientations solutions, sur des comportements positifs, etc. Et du coup, ça a remis le curseur dans l'autre sens. Alors qu'avant, on venait sur Mm. les problèmes, là, tout d'un coup, on venait toujours à la source des problèmes, et là, tout d'un coup, on allait vers des solutions. Et ça, pour moi, a été très, très important comme switch. Et ça m'a donné énormément d'accélération. Donc ça, c'est le premier point. Et concernant plus particulièrement les émotions, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai lutté
contre les émotions. Donc j'ai appris à être de marbre dans toute situation. Et je sais encore l'être. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup appris parce qu'on me l'a montré, parce qu'on m'y a invité, parce que j'ai appris à aimer en fait beaucoup plus la dimension émotionnelle. Pourquoi? Parce que avant j'étais un peu comme un faire humain, tu vois, c'est-à-dire j'étais porté par le fait de faire pour avoir, pour performer. Et j'ai tout donné dans ce domaine-là. Le problème, c'est que quel que soit mon niveau de réussite, j'avais beaucoup de mal à accepter l'idée que j'étais quelqu'un de bien. Ou si tu me disais que j'étais quelqu'un de bien, je te disais bon, ouais, c'est sympa, mais au fond de Mmh. moi, dans ma réalité psychologique, sur le coup, ça me faisait du bien, mais la réalité, c'est que je ne me reconnaissais pas là-dedans. J'avais beaucoup de mal à reconnaître ça. Et donc, du coup, la PNL m'a ouvert, en fait, à cette fragilité, à mettre des mots là-dessus, à les exprimer, et en fait, peu à peu, d'en faire quelque chose de puissant. En Mmh. fait. Euh, et ça a pris pas mal de temps, tu vois. Et j'ai presque envie de dire que depuis 5 ans, ça a encore pris une autre dimension, cette faculté d'aller accueillir et d'exprimer, en fait. Tu vois, j'ai beaucoup, dans mon enseignement, été assez fonctionnel. Ça fait 4, 5 ans, 6 ans maintenant, peut-être, que je me donne beaucoup plus de place à mon histoire. Avant, ça me dérangeait, Ouais. je me disais, ça intéresse personne, tout ça. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, quand je fais des conférences, je suis plutôt, moi, de nature à être un formateur, à enseigner. Et depuis pas mal de temps, notamment grâce et avec mes amis québécois, là, j'ai beaucoup grandi dans la manière de parler, en fait, aux De gens, te montrer pas vulnérable, seulement en quoi. leur apportant des concepts, voilà, où j'ai appris à accueillir cette vulnérabilité et à l'exprimer davantage. Et très curieusement, alors qu'il y a des fois, j'ai fait des conférences, tu vois, où j'ai raconté un bout de ma vie, et puis le reste du temps, ben, j'ai fait l'apport pour lequel j'avais envie de dire. Et au regard des retours qu'on me redonnait, on me dit ah Polo, quand tu nous as parlé de ta vie, ça m'a tellement touché, ça m'a tellement. Le reste était intéressant, hein, Polo, mais alors, la partie sur Mmh. voilà. Et tu vois, j'ai écrit aussi des livres. Mes derniers livres, j'ai donné plus de contenu en lien avec ma vie, notamment dans les premières parties du livre. Et beaucoup m'ont dit, mais tu sais, Polo, tes concepts, c'est bien, mais alors, la partie sur ta vie, c'est vraiment top. Tu devrais refaire encore un volume là-dessus, etc. Bref, donc ça fait que 4, 5 ans, en fait, tu vois. Que tu t'es mis En fait, je à donne plus, te livrer, quoi. voilà. Sans forcément non plus en jouer Mmh. trop, parce que Faire parfois aller un peu dans l'excès dans ce domaine. Voilà, donc je suis tout à fait capable voilà, d'exprimer, quand j'ai de l'émotion, j'aime l'émotion. J'aime aujourd'hui être touché par un film, j'aime toucher, moi quand je pleure, quand je suis au cinéma, c'est que le film était bon, en gros. Quand je finis un séminaire ou quand je parle avec des gens et que je suis touché aux larmes, je trouve ça tellement beau que, voilà. Bon, en même temps, même si je sais aller dedans, je me laisse aller dedans quand je suis vraiment touché par ce qui se bien passe. sûr. Je, Bref, en tout cas, voilà. Donc, je pense qu'il y a eu, pour répondre à ta question, une appropriation, une conscientisation à la fois de ce que je vis, ce que je ressens, un peu comme on apprend à goûter euh, les goûts, les parfums, etc. Ben, je pense que l'ouverture à la dimension neuro-émotionnelle m'a beaucoup aidé à accueillir toutes ces dimensions. Et aujourd'hui, j'ai la profonde certitude que, certes, on a besoin évidemment des états positifs, tu vois, pour grandir, pour avoir confiance en soi, être déterminé, tout ça. Mais ce qui nous fait le plus grandir, c'est l'accueil des zones de frustration qui vont s'exprimer par toutes sortes de sentiments, sentiments d'insécurité, de peur, de doute, d'angoisse, de colère, de tristesse. Et je pense que c'est les éléments les plus forts en fait pour grandir aujourd'hui. Alors non pas en se noyant dedans, hein, bien sûr, mais en apprenant à l'accueillir, puis aller chercher derrière justement ce que chacune de ces émotions révèle. Mmh. C'est une des dimensions moi qui me passionne beaucoup aujourd'hui dans la Oui, peine. finalement que ces émotions sont un signal, Absolument. elles ont une fonction, quoi, dans ton corps. Le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps mental, enfin, toutes ces parties peuvent s'exprimer à la fois par on va dire des réactions de frustration ou des réactions justement non pas de frustration mais de satisfaction. Un corps quand il est pas mal, quand il est mal, il se tension, ben, il se met en tension, il se détend quand il va mieux. Un système énergétique aussi se bloque alors qu'il se met à circuler le plus souvent.
un système émotionnel voilà, réagit de manière encore plus subtile à travers les peurs, les colères, les tristesses, etc. Et se libère quand il est au contraire dans le désir, dans l'amour, dans la joie, dans la paix finalement. Euh, voilà, au niveau mental, c'est après la même chose, mais voilà, donc on est d'abord des êtres humains avant d'être des fers humains, et je pense que c'est cette dimension d'être en fait qui me porte de plus en plus autour, bien sûr, des émotions, des valeurs, du sens qu'on donne à notre vie, de la manière dont on a besoin aussi de nourrir à travers notre interaction au monde, eh bien cette dimension humaine. Parce que je crois aujourd'hui tellement profondément au fait que c'est la qualité de la relation qu'on a avec l'environnement, que ce soit notre plante, nos chats, nos amis, notre entourage, nos clients, nos fournisseurs, enfin, toutes les personnes avec lesquelles on est amené à interagir. Je crois que c'est vraiment dans cette qualité d'interaction que se révèle le plus en fait notre bien-être. Paul, j'aimerais parler rapidement de PNL parce que j'ai l'impression que ça a été Oui, en fait quelque chose qui a vraiment marqué ta vie, qui a été très important pour toi et qu'aujourd'hui donc tu utilises au quotidien, en tout cas dans le cadre de tes formations, t'en parles énormément. Est-ce que tu pourrais, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne savent même pas du tout ce que c'est, nous expliquer en 2 mots, on va pas rentrer trop dans les détails, mais en 2 mots, c'est quoi la PNL et à quoi ça sert, tu vois, à quoi ça sert? oui, à quoi ça sert, ouais. Bien sûr. Alors PNL, ça veut dire programmation neuro-linguistique. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Mais programmation, parce qu'il y a cette idée d'apprentissage. Je trouve qu'il serait plus de parler d'apprentissage neuro-linguistique. Apprentissage parce que ce soit au niveau mental, pour faire simple, au niveau émotionnel, au niveau comportemental, depuis notre plus tendre enfance, on a automatisé tout un ensemble de choses, et heureusement, soit parler une langue, écrire, s'habiller, conduire, enfin, ça. Et dans tous ces automatismes, il y a des choses qui nous servent, bien sûr, et il y a des choses qui parfois nous desservent, des mauvaises habitudes. Donc la PNL s'intéresse à cette dimension-là, à la fois pensée, émotion, comportement. Et l'idée, c'est toute la culture de la PNL est née de l'observation et de la reproduction de ce qui fonctionne. Ce qui nous a toujours intéressé en PNL, c'est de dire quand ça marche, comment ça marche. Le pourquoi ça marche pas, on sait faire, on sait y revenir, mais c'est pas l'objet. L'idée, c'est d'abord se dire, au fond, si ça se passait mieux, ça se passerait comment? Ça se passerait comment dans mes émotions? Ça se passerait comment dans ma Hmm. vie? Ça se passerait comment dans tel ou tel objectif? Et d'aller solliciter énormément le cerveau droit, parce que cerveau gauche, cerveau droit qui impacte évidemment tout le système neuro-émotionnel, nos représentations, et que du coup, prenant davantage conscience de la manière dont nos représentations sont en train de fonctionner, puisque on va dire que face à une situation, il y a la manière dont je la perçois, l'analyse que j'en fais, donc l'évaluation que je suis en train de faire, qui va susciter évidemment des réactions en fonction des apprentissages que j'ai déjà faits, réactions émotionnelles et comportementales. Et à travers ces interactions comportementales, je vais avoir des feedbacks et puis je vais en permanence rebondir. Ce qui fait qu'on peut être 10 personnes arrivant dans la même grande salle, dans la même situation de vie, et avoir des Hmm. interprétations, des sentiments, des comportements extrêmement Qui diversifiés. viennent en fait de plein de Nous-mêmes, petits détails de l'enfance et de la vie où on voilà. a accumulé plein d'expériences, quoi. Justement, tu peux te pointer un jour dans une soirée ou à une assemblée et pas du tout être là, en fait, toi, et en fonction de la perception que tu auras des choses, du sentiment dans lequel tu es, la manière dont tu vas réagir, il y a des choses qui vont devenir, soit tu vas être plutôt apaisé, et en général, tu as plus de chances de beaucoup mieux fonctionner, soit il peut se passer des choses qui te mettent en tension, Hmm. en colère, et du coup, d'avoir des réactions internes qui vont évidemment colorer tes réactions externes, en fait, Je en me haut. permets de reformuler juste pour être sûr d'avoir compris. En gros, ce que tu dis, c'est que sans qu'on s'en rende compte, quand on vit, on accumule un paquet de petits chocs, quoi, ou de choses qui se passent dans notre Absolument. vie, d'expériences, qu'inconsciemment on accumule et qui finissent par construire une sorte de croyance ou une représentation du style, moi par exemple, quand j'arrive dans une salle, si je prends ton exemple, bah, en fait, j'ai l'impression d'être toujours la personne, je sais pas, la personne la plus discrète à qui personne ne va aller parler. Et du coup, j'arrive et j'ai tout de suite cette Voilà. idée qu'en fait, en tout cas, je vais pas être à l'aise, que les gens vont pas me parler, que je Voilà. suis mal dans mes baskets, etc. Et ça, c'est l'accumulation de plein de petites expériences, c'est ça? Absolument. Ok. Donc, il y a tout un ensemble d'apprentissages qui se sont faits, au même titre que j'ai appris à conduire d'une certaine manière. Et du coup, comme mon cerveau, il adore deux choses. Un, ce qu'il connaît, Mm. et deux, ce qui est confortable. Mm. Mais voilà, aidant. Donc, du coup, soit moi, je suis mené par une conscience de quelque chose que je veux vraiment. Et du coup, je vais, parce que je suis porté par une vision, des valeurs
et un savoir-faire que je vais travailler de plus en plus pour aller chercher ce que je veux développer. Si par exemple je veux investir dans le développement d'une entreprise, bah, il y a une volonté d'aller servir, donc il y a quelque chose qui va me motiver. Et bien sûr que les croyances dans lesquelles je suis, les sentiments dans lesquels je suis, vont interférer en Bah, ouais. permanence dans mon regard que j'ai, la manière d'évaluer, etc. Et il y a des jours, ça va bien se passer, c'est super. Et puis il y a des jours, il y a le vent qu'on a de face qui va nous empêcher d'avancer. Donc ce qui nous intéresse en PNS, c'est de se dire, face aux contraintes qui nous arrivent, quelles sont les meilleures options pour finalement rebondir, tu vois. Et on pourrait dire que, on pourrait imaginer un grand cercle, tu vois, dans lequel je mettrais à l'extérieur toutes les contraintes, et on en aura toujours des contraintes. Donc il y aura toujours des contraintes dans le couple, dans la famille, dans le travail, avec nos fournisseurs, avec tout ça. Et la vraie question, c'est face à ces contraintes, comment moi je vais interagir de manière plus positive avec ça. Donc si je suis plutôt quelqu'un naturellement d'apaisé, de positif, voilà, bah, j'ai pas tout à fait les mêmes attitudes quand par exemple quelqu'un me coupe la route, voilà, que si je suis un petit peu en tension, énervé. Et du coup, bah, toutes ces attitudes vont s'automatiser, Oui, on n'en a pas que ce soit conscience dans en ma fait. manière. On est en mode Non, automatique, quoi. voilà. Alors, après, ce qui est intéressant, c'est de s'éveiller à cette conscience et de se dire, bah, finalement, est-ce que la vie que j'ai, elle correspond à ce à quoi j'aspire. Hmm. Alors, soit tout d'un coup, on en prend conscience parce qu'on se rend compte que ça va pas. Il faut savoir que le système nerveux, lui, il peut s'habituer beaucoup à une situation qui ne lui va pas. Et pour même aller plus loin, il va préférer un inconfort connu qu'un confort plus élevé, mais pas connu. Ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux élaborer, nous expliquer, t'as un exemple où parce que je pense que c'est très très fort ce Oui, que tu es bien en train de sûr. dire. Oui. Bah, par exemple, c'est beaucoup plus confortable de jamais demander que d'obtenir une réponse de oui. Hein. Par exemple, la peur de demander, qui est quand même assez répandue. C'est curieux parce que la peur de demander, quel est le risque qu'on a à demander en fait? Le seul risque, c'est La quoi? personne ne répond pas, quoi. Elle ne répond pas ou elles me disent Va te faire voir, au pire. je sais pas. Oui, voilà. Bon, c'est assez rare, mais bon, soit je me fais rejeter et j'obtiendrai un non. Mais de toute façon, le non, si je ne demande pas, je l'ai Hmm. déjà, en fait. Donc la seule réponse que je puisse avoir, que je n'ai pas, c'est un oui. Alors après, il y a la manière évidemment, ça c'est vrai intellectuellement, mais émotionnellement, c'est pas tout à fait ça qui se joue. Pourquoi? Parce que mon inconscient, mon préconscient, mon inconscient, ce que je vis intérieurement, bah, face à l'idée de demander, il y a plein d'enjeux émotionnels qui vont se jouer en arrière-plan et dont il va être plus confortable de rester dedans, parce que ça c'est connu, sauf s'il y a tout d'un coup une pression extérieure ou quelque chose qui fait qu'il y a un important qui va faire que je vais oser demander. Si par exemple c'est pour sauver un de mes enfants, tu vois, il y a plein de gens qui vont faire plein de Mhm. choses et qui ne le feraient jamais, tu vois, dans d'autres Bien sûr. circonstances. Donc ce qui est intéressant, et c'est là que la PNL, pour moi, m'a énormément aidé, c'est à comprendre quels sont ces leviers, en fait, qui vont faire que je vais passer dans une action plus constructive, positive. Voilà. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quelles sont les valeurs qui sont les miennes? Vers quoi j'ai envie de m'orienter? D'une certaine Quels sont les manière, si je comportements comprends bien, tu arrêtes de subir ta vie, tu décides plus, en tout cas tu essayes de décider dans quel sens tu vas aller, en tout cas d'essayer d'oser aller dans ce sens. Absolument. Alors, j'ai envie de dire, toutes les approches d'évolution personnelle nous y conduisent. La PNL travaille plus sur la manière dont le cerveau et le système nerveux fonctionnent en permanence. Donc le fait de mieux comprendre comment cette mécanique fonctionne permet évidemment d'aider, enfin déjà moi de m'aider à sortir de plein de Ouais. situations qui sont compliquées. Euh, donc à repasser à l'action, à agir, à être plus apaisé dans certaines situations. Donc ça ouvre à la qualité de la relation qu'on a avec soi-même déjà, qui est essentielle. Si on veut améliorer sa relation au monde, il faut commencer par améliorer la sienne. Par exemple, s'écouter en se disant tiens, qu'est-ce qui se passe? Sur quoi c'est quoi ma frustration là maintenant? Qu'est-ce que derrière ça est important à mes yeux? Et puis j'ai pas besoin forcément d'avoir une frustration pour découvrir qu'il y a des importants qui sont là. Donc je peux apprendre à me poser des bonnes questions sur ce que sont mes valeurs, vers quoi j'ai envie d'aller. Parfois je me rends compte que je bosse beaucoup par exemple, et je me dis bon bah c'est super de bosser Polo, mais au-delà de ça, c'est quoi le final Hmm. derrière? À quoi tu accèdes en fait? Donc le fait de pousser un peu plus loin ces champs de conscience, bah, ça permet de rééquilibrer sa vie aussi.
sur différents aspects. Et justement, Paul, Donc, juste pour que ça soit un peu concret, et ensuite j'aimerais qu'on passe à d'autres questions plus sur toi pour terminer sur la PNL, mais pour les personnes qui nous écoutent, je pense qu'ils voient un peu à quoi ça sert, mais ils vont pas apprendre à être un spécialiste de PNL en 2 secondes, ça je pense qu'on peut le dire, c'est évident, non. t'y as dédié toute ta vie, mais concrètement, ça ressemble à quoi de faire de la PNL dans la pratique en fait? C'est quoi les actions? Enfin, qu'est-ce qui se passe quoi? C'est quoi? Alors, la première chose qu'on va faire, par exemple, en PNL, une fois on a découvert un peu ce que c'était, sur quoi ça s'appuie, donc l'idée d'évolution qui est en grande partie liée à notre relation, qui sous-tend par nos émotions et nos croyances. Bon, une fois qu'on a compris un peu ça, en gros, imagine un triangle, hein, au centre, tu as tes valeurs, devant, pointe en haut, devant toi, tu as l'avenir, en fait, ce vers quoi tu veux tendre. Ça peut jouer dans les quelques secondes, dans les minutes, les heures, les jours, les mois, les semaines, les années. Hein, c'est ton avenir, ce vers quoi tu tends. Tu vas avoir un deuxième angle qui est plus ta vie intérieure, à quoi tu aspires, Mhm. comment tu as envie d'être, quels que soient les contextes. Et puis enfin, tes relations avec l'environnement. D'accord. Voilà. Alors, si ça part en travers, en gros, comment faire pour rater sa vie? C'est très simple. Première chose, on n'écoute pas nos importants. Surtout, tu ne les écoutes pas. Donc, ça veut dire que ce soit avec ton conjoint, avec tes collaborateurs. Quand il y a des choses qui ne vont pas, bah, soit tu te abaisses en fait à une situation qui ne va pas, et au bout d'un moment, tu vas réagir par ta colère, par l'énervement, puis bah, tu es un peu là-dedans. Donc, tu risques plus d'être orienté sur des problèmes quand ils se présentent que sur des solutions. Tu risques d'entretenir évidemment des états internes un peu négatifs. Et de fait, bah, à part les gens avec qui tu t'entends bien ou qui sont d'accord avec toi, mais sinon les autres, tu vas les fuir ou les attaquer. Mm. En gros, c'est ça. Donc ça, c'est pour le côté, je descends vers le bas. Maintenant, on peut inverser le processus. Devenir acteur de sa vie, finalement, c'est quoi? Bah, c'est de dire, OK, tout n'est pas OK positif, parce que c'est une illusion de penser que tout est positif, mais de se dire, tiens, c'est quoi aujourd'hui? Où est-ce que le bateau fuit, en gros, Ouais. hein? C'est quoi le problème majeur que j'ai aujourd'hui? Voilà. Ou quel est le point sur lequel j'ai besoin de progresser? Est-ce que c'est ma santé? Est-ce que c'est mes relations? Voilà. Et au fond, si demain, ce problème qui se répète un peu se passait mieux, ça se passerait comment? Mm. Alors, ça peut être la difficulté de gérer une relation compliquée avec un membre de ma famille, ça peut être avec mes enfants, ça peut être avec mon conjoint, ça peut être avec un collègue de travail. Et s'il y avait une situation qui habituellement a une tendance à me tirer un peu vers le bas, ce serait quoi? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient répondre à cette question. Une fois qu'on a isolé ça, on va dire, ben, on se rendra compte que l'appareil neurophysiologique aborde la situation toujours Oui, de la ça même se façon. répète quoi. Voilà. Si moi, j'aime pas faire ma réunion du lundi matin parce qu'à chaque fois c'est compliqué avec mon boss, etc., eh bien, je réaborde cette situation de la même façon. Tu vois? Et ce qui va être intéressant en PNL, c'est qu'on va se dire, tiens, bah, plutôt que réaborder ça, et si ça se passait autrement? Et si je programmais le système Mm. nerveux de manière autrement? Donc là, on est première technique de base que les gens vont apprendre, c'est comment revoir une situation sur un plan neurosensoriel, voir, entendre, ressentir une situation qui se passerait au mieux pour moi, malgré la contrainte. Si au fond, j'allais chercher le meilleur de moi-même dans cette situation, que ce soit pour démarrer une réunion, pour gérer un entretien, pour conduire une La négociation dispute avec ton difficile, conjoint, enfin ce genre de choses. absolument, n'importe quelle situation. Et à partir de là, d'aller chercher les valeurs que ça nourrit derrière. Importante. En quoi ça a du sens pour moi? Quel impact je suis en train d'avoir sur l'environnement? Et surtout, quels sont les comportements, les micro-comportements que j'ai besoin de rehausser? Mm. Et qui ne sont pas ceux que je fais habituellement. Et au-delà de ça, comment je vais aller intégrer ça sur un plan neuro-émotionnel pour voilà, sauter dedans, le vivre, etc. Pourquoi? Pour réorganiser le système nerveux à l'égard d'une situation. Et au terme de cet accompagnement qui va durer 15-20 minutes, quand la personne reconnecte à la situation qui jusqu'alors avait plutôt tendance à lui donner envie de fuir, eh bien on voit qu'il se passe autre chose dans sa neurophysiologie. Pas seulement dans sa tête, mais dans sa neurophysiologie. Voilà. Ça, c'est un exemple Donc, d'application. pour le dire Après autrement, ça, tu fais revivre à la personne à un moment qu'elle n'aime pas, mais en lui faisant visualiser, quoi, en lui faisant imaginer une autre issue, une manière dont ça se terminerait de manière différente et positive. Et donc, d'une certaine manière, rien que le fait de le revivre émotionnellement, de le visualiser, ça va déjà un peu reprogrammer, quoi. absolument. Alors c'est plus pour anticiper une situation. Hein. Là, c'est une technique Mm. d'anticipation d'une situation dont elle sait, parce que ça s'est déjà produit, que c'est pas une situation sur laquelle elle Je est très à comprends. l'aise. Que ce soit de parler dans une réunion, que ce soit de faire une vidéo, que ce soit n'importe quoi. En fait.
peut aider une personne. Gérer un entretien, etc. Elle peut donc se préparer à être au meilleur d'elle-même. Donc, du coup, de vivre à un plus haut niveau, en termes, si je puis dire, intérieurs, à un meilleur niveau d'elle-même, si tu veux, une situation qui jusqu'à présent n'était pas forcément évidente. Voilà, ça peut lui permettre d'intégrer des tas de nouvelles choses, comportements et autres. Tu vois. Ouais. Bon, ça, c'est un des axes. Après, on a un deuxième axe qui est très important, c'est la neurophysiologie. Comprendre comment les états internes, du jour au lendemain, ils montent et ils descendent, pour des tas de choses. Donc, évidemment, quand on a des bonnes nouvelles, automatiquement, ça remonte. Mais quand tu viens de te taper 3 coups de fil, tu vois, qui sont vraiment compliqués, quand tu vois que ton fournisseur devait te fournir, et ça fait 3 jours qu'il ne l'a pas fait, quand tu vois que, à partir de ce moment-là, comment toi tu remobilises en interne? Alors, il y a des gens qui savent le faire, parce qu'ils le font intrinsèquement, ils ont été habitués à faire ça. Mais il y a des gens pour qui c'est compliqué, tu vois. Que ce soit d'aller dire ou parler à une personne avec qui ça a été compliqué. Il me semble d'ailleurs qu'on avait fait un petit accolement qui ressemblait un peu à ça. Etc. Donc, tu vois, donc là, on va apprendre à mieux gérer ces fibres. Et puis enfin, apprendre à communiquer. Parce que c'est pas tout d'avoir envie de communiquer avec une personne, surtout s'il y a de la divergence de point de vue. Alors, on aime bien, on a envie de communiquer, mais il y a un savoir-faire. Avoir envie de communiquer, c'est pas suffisant. C'est un très bon point de départ, mais quand on rentre un peu dans des divergences de points de vue, apprendre à écouter, à poser des bonnes questions, à créer un rapport positif, etc., à affronter, je sais pas moi, un environnement familial qui n'est pas toujours très, très en accord avec ce qu'on voudrait faire, etc., etc., eh bien, c'est du savoir-faire relationnel, c'est des bases. Et puis, on terminera sur un premier niveau par réfléchir un peu à si on se portait un peu plus loin, donc on a des modes d'accompagnement comme ça, on va connecter les gens à 5 ans et plus. Au fond, si tout était possible, à quoi ils arriveraient. Donc, on a des techniques pour les accompagner à 3 ans, à 1 an, ce qui va leur permettre d'aller défricher en quelque sorte des rêves, des ambitions, et derrière tout ça, de se dire, finalement, c'est quoi les valeurs qui les animent profondément. Et comment ensuite on peut organiser sa vie d'aujourd'hui grâce aux objectifs, grâce aux états internes, grâce à une meilleure communication, pour justement progresser dans cette vie et faire en sorte que cette vie soit plus en adéquation avec ce à quoi on aspire. Ça donne envie. Ça donne envie. Et Paul, petit instant pub, mais ça me paraît quand même important. S'il y a des personnes qui sont intéressées par la PNL et qui ont envie de se former, toi, tu donnes, tu fais encore des formations, on est d'accord, dans le domaine. Absolument, pas uniquement PNL, ouais. mais c'est même plus large que ça, on est d'accord. Oui, alors moi je suis très spécialisé dans les formations en PNL, mais on forme, nous on fait du... Les gens viennent nous voir pour des raisons de transition de vie, à la fois perso et pro, professionnel. Donc ils viennent au début beaucoup pour eux, et après il y a 70% qui vont évoluer vers, se rendre compte, vers des carrières, vers le développement personnel. Voilà. Donc je fais ça depuis très longtemps, donc je le fais relativement bien, je crois. Tu me l'as même fait à moi en séance. C'est encore au moment où on fait cette interview, ça sera pas encore publié, mais à un moment donné, je suis passée à la casserole et c'était très fort. Ouais. Alors oui, voilà. Donc les gens apprennent à piloter en fait, en gros, leur vie, leur cerveau, le système nerveux, leurs relations. Donc on a des sessions de 3 jours, c'est le premier niveau. Après il y a une session de 6 jours. Après il y a un niveau de 10 jours et après il y a un 18 jours. Donc, tu vois, c'est une longue formation. Mais c'est par strat. Les gens avancent par strat. Alors soit ils viennent en salle, soit ils se forment en ligne, puisqu'aujourd'hui on a toute la formation qui se fait régulièrement en ligne. Et puis on a énormément de gens qui depuis des années sont venus nous voir, qui ont fait des gaps de transformation assez importants dans leur vie. Je pense à des gens comme David Laroche, comme en fait, tellement, tous ceux qui ont touché, enfin, qui sont aujourd'hui un peu des leaders du marché, ont tous fait à un moment donné de la PNL, alors soit avec moi, soit avec d'autres, mais voilà, c'est... Paul, écoute, en tout cas, je mettrai les liens, ça c'est sûr, vers tous tes réseaux et ce que tu donnes comme contenu, parce qu'il y a aussi beaucoup de contenu que tu donnes gratuitement. Et puis si on va aller plus loin, bien sûr, on peut aller faire des formations. Mais pour terminer, j'aimerais te poser des dernières petites questions perso. J'appelle ça mon crible. La première de ces questions, c'est est-ce que dans ta vie, tu as vécu un grand échec? Et si oui, est-ce que tu peux en parler et me dire qu'est-ce que ça t'a appris?
Oui, mon plus gros échec, hein, j'en ai vécu un certain nombre, mais le plus gros, c'était à la fin que j'ai commencé par faire 10 ans d'école de PNL, entre 90 et 2000. Et là, j'ai subi une très grosse contrainte pour des raisons administratives. Il faut savoir que j'ai co-développé avec un rôle d'école de PNL dans cette première décennie, grosse décennie d'activité. Après, j'ai fait Cohésion internationale pour la deuxième décennie et Paul Piron Institut pour la troisième grosse Mmh. décennie. Je suis en 2020. Donc, entre 2000 pardon, dans les années 2000, j'ai eu un gros souci, c'est que pour des raisons administratives, j'ai perdu énormément de prise en charge formation. Enfin Mmh. bref, j'ai fait une perte de 130 000 francs à l'époque, parce qu'on était en francs, pour une société qui fait 50 000 francs de capital. Bah, du coup, il y a le tribunal du commerce qui descend. Enfin bon, bref, à l'époque, j'avais 280 mètres carrés de bureau sur Grenoble, j'avais 7 salariés temps plein. Enfin, c'était la grosse boutique. On rayonnait la PNL dans plus d'une dizaine de villes en France. Et là, bah, ça a été le gros écroulement, en fait, de tout ça. Euh, Qu'est-ce que ça t'a appris cette Ensuite, période, enfin, ça devait être hyper dur, quoi? ouais, ça a été extrêmement dur, surtout qu'après 10 ans de PNL, je peux te dire que la gifle est assez Bah, c'est clair. importante. Alors, ce que ça m'a appris, parce que je suis vraiment retombé très très bas, j'ai même fini chez un psychanalyste à un moment donné qui m'a filé des cachets tellement j'avais mal. Bon, ça a duré 2 jours, j'ai tout envoyé au panier. Et j'ai tout repris, c'est-à-dire j'ai repris ce que ça m'a appris, c'est j'ai plus jamais enseigné la PNL de la même façon. Mmh. Pourquoi? Parce que j'ai repris tout ce que j'avais appris et je l'ai bossé comme un dingue. Revenir sur les valeurs importantes qui étaient les miennes, quel était le projet massif que je voulais reconstruire, comment chaque jour j'allais mettre le paquet pour pouvoir agir et étape par étape remonter la pente. J'ai continué d'animer des séminaires à perte pendant 2 ans parce qu'il y avait des gens qui étaient engagés, donc les gens n'ont pas su ça à l'époque. J'ai négocié avec tous mes partenaires et je remercie encore Psychologie Magazine, qui était un très gros partenaire, de m'avoir soutenu pendant plus de 4 mois sur des publications alors que je ne pouvais plus les payer, parce que c'était comme ça que je pouvais redémarrer. Donc je suis reparti en fait sous mon nom, comme j'étais en société au nom de Paul Pironnet, qui s'appelait Cabinet Paul Pironnet. Donc du coup, j'ai pu repartir en Paul Pironnet, en profession libérale, quoi, en gros, sans que les gens se rendent compte en Mmh. fait du transfert. Et ça a été les années les plus noires de ma vie parce que voilà, et ce que j'ai le plus appris, c'est à quel point, certes, la contrainte était forte, mais elle m'a reconsolidé vraiment sur des fondamentaux qui sont le besoin d'abord que quand on veut, c'est possible. Donc je sais ce que c'est que traverser des galères. J'en avais déjà eu avant, mais là, c'était vraiment une très costaud. C'est possible de repartir, c'est possible de faire, quelles que soient les contraintes, en fait, c'est toujours possible d'avancer. Euh, Ce que j'ai appris aussi, c'est à quel point il y a des lois qui régissent tout dans une organisation, dans une entreprise, et c'est très très important d'y être fortement attentif, parce que nul n'est malheureusement Nul n'est censé ignorer la loi. censé ne pas connaître la loi, hein, mais par contre, c'est compliqué de la connaître en Mmh. fait. Donc, il faut faire très attention en tant qu'entrepreneur, parce que voilà. Donc, il y a des process, il y a des trucs, il faut être vraiment solide sur l'organisation, sur l'économie, voilà. Donc, j'ai appris à revenir vers mes fondamentaux, mais la plus grosse chose que j'ai appris, c'est la manière dont on peut, quelles que soient les contraintes, reconsolider autour de ses valeurs, de sa vision, ses projets et de redémarrer, quoi qu'il se passe. Paul, qu'est-ce que tu trouves beau dans la vie? Ça peut être au sens, littéral ou en métaphore, bien sûr, hein, c'est pas forcément Ouais. esthétique. Alors, ce qui m'émeut le plus, ah, moi, plus j'avance, plus je suis dans l'éveil des sens. Voilà. Que ce soit parfum d'une fleur, la beauté d'un tableau, le toucher, voilà, l'éveil des sens. Je trouve m'émerveiller de la beauté de ce monde. Et je trouve que la nature est quelque chose de. Mmh. Plus je la regarde, je regardais un ruisseau encore il y a quelques jours, j'étais fasciné par les micro-détails. Enfin, je trouve qu'il y a rien d'imparfait quand on regarde la nature. Il n'y a pas un endroit qui est pas beau en fait. Voilà, alors je suis peut-être un peu taré, mais, mais voilà.
Je crois que c'est la nature, peut-être, c'est la chose la plus belle que j'ai vue. À l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui t'irritent? Est-ce qu'il y a une chose qui t'irrite assez profondément? Ouais, ouais, l'injustice et la maltraitance des dominants dominés, hein. C'est quelque chose, j'ai beaucoup de mal, ça, la, la maltraitance humaine, quand pour son intérêt Mmh. personnel, On maltraite quelqu'un on d'autre. exploite, ou on écrase, ou on maltraite le vivant, c'est très compliqué pour moi. Est-ce qu'il y a une citation, une maxime ou même, enfin, tu vois, des mots que tu aurais entendus qui t'ont particulièrement marqué, peut-être que tu te répètes de temps en temps, que tu pourrais partager avec nous? Ouais. Il y a une phrase que je répète souvent. Je pensais qu'elle était de moi à l'origine, mais je crois que c'est pas de moi. C'est que la- quand l'homme, avec un grand H, hein, intègre tout, hommes et femmes, aura véritablement découvert la puissance de l'amour, pour la deuxième fois de l'histoire, il aura découvert le feu. C'est-à-dire, je pense que l'amour est la source la plus importante de transformation, en fait. Il n'y a pas de véritable transformation sans amour, c'est ce que je crois. Et alors évidemment, beaucoup d'êtres sur la planète qui ont découvert cette force, mais je pense que quand le monde va vraiment découvrir cette force, pour la deuxième fois dans l'histoire de l'humanité, il découvrira le feu, hein, le feu de la transformation, en fait. Et voilà, on est de plus en plus nombreux, je pense, à se rapprocher de ça, mais je le vois en psychologie humaine, hein, et en transformation, quand on avance sur des niveaux plus avancés, psycho-spirituels, à quel point cette force est une puissance phénoménale. Alors j'ai encore 3 questions pour toi. Oui. Celle-ci, je l'aime bien. C'est un peu ma question pas politiquement correcte. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée? C'est-à-dire que globalement, tu te rends compte que le monde ne partage plutôt pas ton avis sur un sujet. Alors, je suis pas sûr que le monde ne partage pas mon avis là-dessus, mais pour moi, on trouve tout et son contraire partout. J'aime beaucoup la notion des paradoxes, comme dirait David Laroche. C'est une notion que on trouve tout et son contraire. Dans le pire, on peut trouver le meilleur dans le pire. Alors, c'est pas toujours évident d'aller chercher. Il y a cette idée alors, l'affaire du cadeau caché, tout le monde a entendu parler de ça, mais c'est quelque chose Mm. auquel je crois profondément. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, il y a des avantages et des inconvénients. Il peut m'arriver la plus belle chose qui soit, il y a des avantages et des inconvénients. Il peut m'arriver la pire chose qui soit, il y a des Mm. avantages et des inconvénients. Donc toujours se dire, voilà, moi ça me ramène en fait à... Je, Ouais, une forme de stabilité. j'ai perdu ma mère très jeune, par exemple, avantages, inconvénients. Ouais, il y a des avantages qui ont généré des inconvénients, et des inconvénients qui ont généré des avantages, et ainsi de suite. Donc quelque chose d'assez fascinant quand on rentre dans ces dimensions-là. Je te remercie. Je pense que ce qui est fascinant, c'est qu'à un moment donné où ça permet de toucher ce que j'appelle les quanimités, c'est-à-dire il y a plus d'évaluation en termes de bien et de mal, il y a comme quelque chose quelque chose d'assez incroyable, qu'on touche, mais voilà, qui me fascine à chaque fois. Je te remercie d'avoir partagé ça. Euh, L'autre question que j'avais, c'est est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis? Ça peut être récemment ou étant plus jeune. Un sujet sur lequel j'ai changé ma Tu as vie. changé d'avis. Tu as changé d'avis. Ah, d'avis, pardon. Ouais. Euh, Quand j'ai découvert la PNL, j'étais fasciné par cette idée d'aller vers des solutions, d'aller toujours vers le meilleur de soi, qu'on était le premier auteur, Mm. acteur, créateur de sa vie, etc. Je crois toujours ça, mais aujourd'hui, ça peut peut-être compléter ce qu'on disait juste avant, c'est la voie vraie et en même temps complètement fausse. C'est-à-dire que oui, je suis acteur, mais d'abord je suis pas acteur de tout, j'ai pas le pouvoir sur tout, j'ai le pouvoir sur ce que je fais, de ce qui arrive, et c'est à peu près tout. Et en même temps, il y a quelque chose
pour moi de magnifique là-dedans, à partir du moment où je rentre dans la confiance d'un monde plus grand, plus large, qui est, qui est ce que j'appelle profondément la foi. C'est-à-dire faire confiance, en fait, à ce qui se présente. Et du coup, de lâcher le contrôle. Euh, et ça, c'est un truc qui a été compliqué pour moi, de lâcher le contrôle, qui l'est encore parfois, en tout cas sur lequel je travaille. Et donc, j'ai longtemps été un peu à la Tony Robbins, tu vois, Ouais. très acteur, auteur, créateur de ma vie, etc. Et aujourd'hui, je sens que je suis toujours le premier responsable de ce que je fais de ma vie, mais il y a quelque chose de plus grand que ça qui me touche, c'est d'accueillir ce qui est, y compris dans sa forme, quelle que soit sa forme, et voilà, tout en restant en co-construction avec. Hein. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'accepter et l'idée d'accepter. Donc j'accepte les choses, y compris inacceptables, parce qu'elles sont là, et ce qui ne veut pas dire que j'accepte en restant dans la même Oui, t'es pas posture. passif, quoi. Voilà. Donc il y Mmh. a dans cette notion d'acceptation ou d'accueil ou de lâcher prise, c'est tout sauf du laisser aller. Tu vois, c'est quelque chose de cette notion d'accueillir ce qui est tel que c'est, voilà, et de co-construire au maximum avec ça à partir de ce qui au fond de moi me semble le plus juste, le plus beau, le plus bon, voilà. Et en acceptant tant que les choses se passent pas du tout comme j'aurais aimé qu'elles se passent. C'est un beau message et je te remercie là aussi de partager ça avec nous parce que je suis sûre que ça va parler à plein de personnes qui nous écoutent. En tout cas, moi, ça me parle. Et ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un livre, parce que j'aime beaucoup la littérature et j'aime beaucoup les bouquins de manière générale, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, qui peut-être a transformé ta manière de penser, la personne que tu es, enfin voilà, est-ce qu'il y a un bouquin dont tu pourrais nous parler qui t'a vraiment marqué? Il y en a deux, Alors vas-y. il y en a deux qui m'ont vraiment marqué. Euh, il y en a un, ça s'appelle Les Survivants. Ouais. C'est l'histoire, tu sais, d'une équipe de rugby qui s'écrase la cordillère des Andes. Ah mais ça me dit quelque chose, ouais. Et en fait, ils survivent. Finalement, il y en a certains qui mangent des bouts de cadavres pour essayer de survivre. Donc j'avais lu ce livre 2 ou 3 fois, je me souviens, et j'étais complètement marqué par l'histoire. Donc ça, c'est un premier. Et un deuxième qui m'a été encore plus marquant, mais il s'appelle Papillon. Papillon, c'est l'histoire d'un type qui a été condamné sans vraiment preuve et qui va passer sa vie. Alors ils en ont fait un film que j'ai vu, qui est joué avec Steve McQueen notamment. Et c'est l'histoire d'un bagnard en fait qui ne cesse de passer sa vie à vouloir retrouver sa liberté. Et en fait, je crois que tous les écrits ou les films comme ça où on trouve cette notion de très forte d'aller retrouver sa liberté, c'est quelque chose qui me touche à chaque fois profondément. Ouais. Donc, je dirais Les les survivants survivants et et papillons. puis Papillon. Je ne sais plus Je quel est l'auteur. rechercherai, écoute, et on mettra ça dans les notes, messieurs, dames, de l'épisode, comme ça vous pourrez aller y jeter un œil. Et, euh, et Paul, je te remercie mille fois d'avoir accepté de te confier autant, de t'être livré. Euh, C'était un grand, grand Merci. plaisir. Si jamais on veut te retrouver sur les réseaux sociaux, je sais que tu es assez partout. Moi, le mieux, c'est taper Paul Paul Pironnet. Pironnet, Alors, c'est pas P-E-Y, mais ouais. P-Y. Sur Google notamment, et là, vous avez accès, toutes les personnes ont accès à un contenu très important que j'ai sur YouTube, sur à peu près tous les réseaux sociaux, site internet. Je te remercie mille fois, Paul, pour ton temps. Vraiment, un grand, grand merci, un grand bravo pour tout ce que tu fais aussi. Et puis, à bientôt. Eh ben, je te remercie aussi beaucoup, Pauline, pour ta contribution qui est tellement importante. Et puis, au grand plaisir ouais, de se recroiser.